très heureuse de vous voir ce soir, nombreuses et nombreux. Enfin, il y a 2 messieurs, sauf erreur, 3 avec Étienne Barillier, et de pouvoir nous passer le micro puisque nous sommes en relativement petit comité. Affinité, lien, influence, c'est ce qu'on va essayer de déterminer. Est-ce que c'est plus de l'influence, de l'inspiration, comme disait Aurélia, qui vous relie, Étienne Barillier, à Guy de Pourtalès? Ce sera à vous de nous le dire, puisque cette première partie de la rencontre sera consacrée à Guy de Pourtalès, à ses œuvres, dont vous nous lirez les extraits que vous avez choisis, et ensuite on fera plus ample connaissance avec vous. Alors, je vous laisse peut-être le présenter, Guy de Pourtalès. Il y a une éminente spécialiste de cet auteur ici, mais c'est votre subjectivité, effectivement, qu'on veut entendre. Merci, j'allais le dire, je parle sous le contrôle de Maurice Jacubek, qui ne m'en voudra pas, en effet, si je suis contraint de présenter une œuvre immense en quelques minutes et de la présenter d'un point de vue, effectivement, qui est le mien, qui est subjectif et relatif. Je ne vais pas vous faire un cours donc, sur Pourtalès, mais je vous donne quand même ses dates de naissance et de mort, parce que ça aide toujours, 1881-1941. Originaire d'une grande famille huguenote, cévenole, qui s'est disséminée dans l'Europe à la suite de la révocation de l'édit de Nantes, ce qui fait qu'il y a des Pourtalès, et où il y a eu en tout cas, mais je crois qu'il y a encore dans plusieurs pays d'Europe, et pas des moindres des Pourtalès. Et on peut dire que Guy de Pourtalès est européen dans l'âme, certes, mais il l'est aussi par sa famille, il l'est dans sa chair. Et j'en viens tout de suite à quelque chose de fondamental dans sa vie, c'est que au moment de la Première Guerre mondiale, un petit peu avant, il a repris la nationalité française à laquelle il avait droit en tant que descendant de Huguenots, et il s'est engagé aux côtés de la France dans cette Première Guerre. Est-ce qu'il n'est pas né en Allemagne? Et il est né à Berlin, oui. Et d'ailleurs, dans le début des mémoires qu'il a commencé d'écrire sous le titre « Chaque mouche a son ombre », qui est une phrase de Chateaubriand, il note ce fait qui lui devient encore plus douloureux qu'il n'était en 1914, parce qu'il écrit ça en 1940. Il a choisi la France contre l'Allemagne d'une certaine façon, mais quelle France contre quelle Allemagne? Et c'est ça qui m'amène à vous parler de Pourtalès l'Européen et à vous parler de son grand roman « La pêche miraculeuse », qu'il a écrit en 1937, enfin publié en 1937, et qui est très proche de sa propre vie. C'est comme presque une autobiographie romancée, dans laquelle le héros, qui s'appelle Paul de Villars, et qui est donc son double, s'engage effectivement dans l'armée française lors de la Première Guerre mondiale, mais se demande sans cesse pourquoi, au juste, il s'engage. Et je dirais que tout le roman, qui est un roman d'apprentissage en même temps, qui commence à l'enfance du personnage, tout le roman pose cette question: pourquoi est-ce que je m'engage? Qu'est-ce que je vais servir et à quoi vais-je servir? Et finalement, le titre La pêche miraculeuse, qui donc se réfère au fameux tableau de Konrad Witz où l'on voit le Christ non pas sur le lac de Tibériade, mais le lac Léman. Cette pêche miraculeuse, c'est comme ce qui est pour lui le miroir de son interrogation ou de son désir d'engagement. Le fameux « tu seras pêcheur d'hommes », il se dit: comment est-ce que je peux pêcher des êtres humains, c'est-à-dire leur donner quelque chose, les faire vivre. Et puis, encore un mot avant de vous faire une lecture que je vais commenter, mais encore un mot sur ce roman, c'est qu'il est tout habité par 2 femmes qui sont les 2 amours de Paul de Villars. L'une s'appelle Louise, l'autre s'appelle Antoinette, et elles symbolisent, enfin elles sont très incarnées, hein, ce n'est pas des symboles, mais j'entends, l'une pourrait représenter, Louise, représenter d'une certaine manière le refus de vivre au nom d'un idéal, au nom d'une loi morale dont elle fait son idéal,
Et Antoinette, ce sera l'acceptation de la vie, l'idéal qui passe par l'amour, qui se réalise dans l'amour. Et évidemment, à la fin du livre, c'est tout de même vers elle que Paul va se tourner. Mais le grand mystère, ce qu'il y a de passionnant, enfin une des choses si passionnantes dans ce beau et ce grand roman, c'est encore une fois cette interrogation, ce pourquoi est-ce que je m'engage, est-ce que vraiment je m'engage pour le pays qui s'appelle France contre le pays qui s'appelle Allemagne, ou qu'en est-il au juste? Et je vous prends un passage dans la seconde partie du livre où cette interrogation devient affirmation frémissante et très riche dans ses contradictions mêmes. Je vais vous le lire en deux temps. Je vais lire d'abord un passage, je vais le commenter, et juste après je vous lirai les lignes qui précèdent ce passage, vous comprendrez pourquoi. Alors voici la lecture. Servir une juste cause, le droit, la liberté, et pourquoi pas? Pourquoi ne serait-ce pas cet immense amour ingénu, cette prodigieuse folie qui fait la grandeur humaine? Donner sa vie, tout le christianisme est dans cette démence sacrée. Celui qui perd sa vie la sauvera. Défendre une patrie sans frontières, une folle patrie, inscrite dans l'esprit. Qui donc lui a appris cela, sinon cette France dont il embrassait tout à l'heure la terre sur laquelle son sang a coulé? Une France qui n'en saurait jamais rien, ne lui en témoignerait jamais de reconnaissance, la France aimée des hommes pour tout ce qu'elle a mis de passion dans leur conscience et haïe pour l'étroitesse de son vieux cœur raisonneur et bavard. 2000 Suisses tombés jusqu'ici afin que ne périsse ni la France royale de l'âme et de la foi, ni la France laïque de l'éloquence acharnée à se détruire pour sauver le monde. Guerre à la guerre, et que celle-ci soit la dernière, l'ultime. Et il y a beaucoup de choses qui se heurtent, qui se bousculent presque dans cette espèce de profession de foi. Il y a l'idée d'un service placé sous le signe de la foi chrétienne à un moment donné. Il y a l'idée de défendre une folle patrie inscrite dans l'esprit, et puis la défense d'une France qui est une certaine France, c'est-à-dire celle de l'universel, et non pas une France dont il dit qu'elle a un vieux cœur raisonneur et bavard. Et en même temps, guerre à la guerre, c'est-à-dire je me bats, mais mon idéal, bien sûr, c'est la paix. Mais on dira, bon, très bien, mais en attendant, il s'est quand même engagé du côté français contre les Allemands. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il peut être européen s'il dit cela ou s'il fait cela? C'est pour ça que je vous lis maintenant les deux lignes qui précèdent juste celles que je vous ai lues. Servir. Dienen, s'écrie Kundry en lavant les pieds de Parsifal. Donc, juste avant de dire son amour pour la France, il se place sous le signe de Wagner, dont Dieu sait qu'il est représentant de l'Allemagne, heureusement. De davantage aussi, il a aussi sa part d'universel, comme tout grand créateur, mais c'est vous dire, j'espère suffisamment, quelle France pour Thalès alors défendait. Et ceci m'amène à vous parler d'une autre œuvre. Vous voyez que j'ai galopé pour parler de la pêche miraculeuse, on pourra toujours y revenir, mais d'une autre grande œuvre faite de plusieurs œuvres, puisque j'ai cité Wagner. C'est cette œuvre à laquelle il a donné le titre général de l'Europe romantique, et qui est composée en fait de 6 ouvrages différents. D'abord, un ouvrage sur Liszt, que d'ailleurs sa famille connaissait bien, c'était presque un ami de la famille. Un ouvrage sur Chopin. Ensuite, 2 ouvrages sur des personnages qui ont été liés d'une manière ou d'une autre à Wagner, à savoir Nietzsche et Louis II de Bavière. Et puis, un livre important, j'entends aussi en longueur, sur Wagner lui-même, et enfin un livre sur Berlioz. Et tout cela, donc, sous le titre général « L'Europe romantique ». Alors, on a reproché pour Thalès d'avoir une vue idéaliste de l'Europe, de
comment dire, de résumer l'Europe à ces grands créateurs, et en plus qui sont tous musiciens ou fascinés par la musique. Oui, il y a une dimension profondément idéaliste pour Thalès, mais je dirais que nous en avons tellement besoin de cette vision, et l'Europe en a tellement besoin qu'il faut au contraire l'en remercier plutôt que lui en faire le reproche. Et en plus, je crois comme lui que lui qui d'ailleurs insère toujours les vies de ces musiciens dans la vie historique et politique des pays où ils habitent ou où ils passent. C'est de plus en plus sensible à mesure qu'il avance. C'est peut-être pas tellement le cas, ou très peu le cas même dans le Chopin, mais c'est très fortement le cas dans le Wagner et peut-être encore plus dans le Berlioz, où l'histoire de France est également très présente. Donc on ne peut pas non plus dire et prétendre qu'il néglige cette dimension qui est la dimension oui, politique, historique et même sociale de l'Europe. Si je peux me permettre un commentaire, est-ce que justement cette vision un peu idéaliste de l'Europe qu'avait pour Thalès, elle n'a pas été mise à mal par ces années de guerre? Parce que je sais que Zoé a publié l'an dernier le journal de la guerre pour Thalès, et je le trouvais peut-être, c'est un mot un peu dur, mais un peu élitaire dans sa manière de juger les soldats, même les officiers. Et je me demande si justement il ne sortait pas un petit peu d'une tour d'ivoire. Si, quand vous dites qu'il a cette vision artistique, ça ne l'enferme pas finalement dans un milieu qui ne représente pas l'ensemble de la population à cette époque? Bon, on ne peut reprocher à personne ses origines, hein. Il fait avec ce qu'il a reçu quand il est né. Donc oui, bien sûr qu'il appartenait à une famille noble et partiellement en tout cas aisée. Mais moi j'ai tout de même le sentiment que quelqu'un qui aurait pu rester en Suisse en 1912, 13, 14 et qui décide d'aller en France quand la France se bat, quelqu'un qui par ailleurs voit son fils aller se battre en 40 et mourir en 40 en France, et lui-même a été blessé pendant la Première Guerre, on ne peut quand même pas dire que c'est un pur esprit et comment dire, qui méprise les autres. D'ailleurs, il y a dans les chapitres sur la guerre, justement, il y a une manière de présenter les hommes, les militaires, les simples troufions, que je ne trouve absolument pas supérieure ou dédaigneuse. De même, vous voyez, ces personnages de femmes dont j'ai dit un mot à propos de ce qu'elles symbolisent, mais il se trouve que toutes les deux ont travaillé dans ce qu'on appellerait aujourd'hui l'humanitaire, n'est-ce pas? Et on peut dire que ce sont des occupations de dames riches et de dames qui ne savent pas que faire, mais en même temps, surtout Antoinette qui va s'occuper des blessés, elle aurait pu s'en passer. Donc, non, moi j'ai plutôt de l'admiration pour quelqu'un qui justement est né peut-être avec une cuillère en argent dans la bouche, comme on dit, mais qui a quand même connu et voulu connaître la vie de tous. Et, bon, pour en revenir au livre sur les musiciens, alors là, ça rejoint quelque chose qui m'est très cher et très personnel, c'est qu'évidemment, s'il y a quelque chose qui peut unifier les différentes patries qui s'opposent, c'est bien la musique, peut-être encore plus que la littérature, parce que la littérature on peut voir écrire des textes qui sont nationalistes. Une musique nationaliste, ça ne veut pas dire grand-chose, heureusement. Bon, ce serait tout un débat qu'on pourrait prévoir, mais en tout cas, la musique des grands compositeurs dont il parle n'est pas atteinte de ce mal-là. Elle est peut-être habitée par un sentiment national au départ. On peut penser à Chopin et la Pologne, mais au fond,
sa musique est universelle. Et pour autant, un Russe peut aimer Chopin profondément et les Russes aiment Chopin profondément et sincèrement. Donc il y a ce miracle de la musique qui passe par-dessus les frontières et qui peut réconcilier les hommes qui par ailleurs ont tant de sujets de se disputer. Monsieur, excusez-moi, est-ce que je peux dire quelque chose? Mais je vous en prie. Le sujet où vous parlez maintenant d'un sujet, je suis anglaise d'origine, donc mon français n'est pas si super. Allez-y. Ce que je voulais vous dire, c'est très intéressant, je ne connais pas l'auteur, et c'est très passionnant, mais n'est-ce pas ce qu'il essaie de regrouper, ce n'est pas nécessairement une entité géographique qui est la France, mais plutôt l'esprit français. Et qu'est-ce que c'est l'esprit français? Ce n'est pas seulement manifesté dans la musique, mais c'est dans l'âme, l'esprit, un certain profondeur, un intellectualisme, une façon de penser. Et ce que c'est curieux, c'est que ce n'est pas nécessairement lié à une nationalité. Absolument. Mais vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il faut le laisser répondre. Je veux juste vous dire, avant que je te dise, ce n'est pas nécessairement lié à la nationalité, parce que, par exemple, Sir Richard Burton, je ne sais pas si vous connaissez qui c'est pas l'acteur, c'est l'explorateur. L'explorateur, le linguiste, etc., qui a passé un peu de temps, qui était anglais, et qui était passé pas mal de temps de sa jeunesse à Tours, en France. Et toutes ses biographies disent, par exemple, c'était un Français. Il avait l'âme, c'était intellectuel. Cette chose qui est très particulière, très unique pour les Français. Et puis l'autre, je vais terminer maintenant. Et l'autre, ça va vous intéresser drôlement. Et l'autre, j'ai entendu des Italiens intellectuels qui disent, mais Adrien, mais c'était pas un Français. Nous parlons de l'empereur. Annie Moulin, oui. Merci. Vous avez tout à fait raison. Bien sûr que vous avez raison, mais je crois que je l'ai dit et que Portales l'a dit, c'est-à-dire ce qu'il aime dans la France, c'est l'universel. Alors, on peut gloser, on peut même ironiser sur le fait que la France parfois se donne un peu trop facilement pour la patrie des droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité. Il n'empêche qu'il y a du vrai là-dedans, tant et si bien que, par exemple, des nationalistes révolutionnaires algériens ont pu se réclamer à juste titre de l'universalité des valeurs de la Révolution française contre la France, contre la colonisation, en disant mais vous ne respectez pas vos propres valeurs. Et ils avaient raison. Et dans ce sens, oui, il y a un message universel qui a passé par la pensée des Lumières, pour dire très rapidement, qui a été largement une pensée française, pas uniquement bien entendu, mais largement, et par la Révolution avec tout ce qu'on peut lui reprocher par ailleurs. Et bien sûr, c'est cette France-là, et pas la France nation, qui requiert, si j'ose dire, Portales. Mais il y a quand même, on ne peut pas nier qu'il y a un drame dans le sens où il devait quand même prendre l'uniforme français pour aller combattre. Donc vous ne pouvez pas toujours défendre des valeurs universelles sans vous associer à un mouvement qui peut-être n'est pas universel, mais qui contribue, espérons-le, à sauver cette universalité. Parce qu'on en revient à la musique et ce langage qui vous parle particulièrement à vous, puisque bon, on y viendra un peu plus tard. C'est une de vos passions et c'est l'objet de beaucoup de vos livres. Oui, pour rester encore à Portales, est-ce que vous me permettez de faire une lecture, éventuellement deux toutes petites lectures sur Portales, parlant des musiciens, peut-être deux quand même, mais elles sont vraiment très courtes. L'une, c'est sur Chopin, dans le livre qu'il a sur Chopin. J'ai ce vieux livre de poche parce que c'est là-dedans que je l'ai découvert et je le garde précieusement. Dont le titre est comme Chopin ou le poète. Oui, il y aurait aussi beaucoup à commenter là autour, mais c'est l'idée que c'est le pur créateur. Il ne faut pas chercher autre chose que la pureté de la création chez lui. D'ailleurs, ce passage va dans le même sens. Chopin joue devant des
des grands connaisseurs de musique, et des grands pianistes, et notamment Liszt lui-même, justement, qui deviendra son grand ami et grand admirateur. Du piano s'éleva alors une voix que personne jamais n'avait entendue. Pourtant, chacun y percevait le cri de son moi le plus intérieur. Ce n'était ni l'anecdote, ni le commentaire brillant, mais le simple chant de la vie, mais la confidence authentique, mais le mot essentiel d'un cœur. À force de justesse délicate, qui est la force des purs, Chopin transporta ses connaisseurs. Justesse délicate est tellement bien trouvée s'agissant de Chopin, même s'il y a aussi un Chopin qui peut être violent, qui peut être autre, mais il est toujours délicat même dans la violence, c'est ce qu'il y a d'étrange. Et l'autre passage concernant Chopin que je voulais vous lire, je l'ai trouvé dans le petit livre sur Nietzsche en Italie, et c'est une comparaison entre Nietzsche et Chopin. À Sorrente, Nietzsche avait beaucoup écouté Beethoven et il allait souvent le matin vers un bois de cyprès et de rosiers sauvages qu'il remplissait des harmonies de l'allegretto de la symphonie en la majeure. À Venise, il n'aima plus que Chopin. Car certes, il y a parenté d'âme entre Chopin et Nietzsche. Dans ces deux malades, dans ces deux chastes passionnés, dans ces deux solitaires partout en exil, vibre à l'unisson le bonheur dramatique de vivre. J'ajoute le plaisir de créer dans le doute. Peut-être faut-il dire la jouissance de souffrir d'une manière noble, d'en être conscient et de préférer quelques cris brefs à tout le sérieux simpliste de la gloire bien exploitée. Tout serait à souligner, hein, mais oui. Ces cris brefs plutôt que le sérieux simpliste de la gloire bien exploitée, ça va droit au cœur, ces paroles-là. Et la comparaison entre les deux personnages me semble se tenir. Et c'est ce qu'il y a aussi de remarquable pour Thalès, c'est qu'il, dans chacune de ses biographies, il entend précisément la tonalité, le timbre de chaque auteur. C'est pourquoi on peut parler chez lui d'une musicalité, de livres musicaux. Vous me direz que je n'explique rien, que je fais que dire la même chose en d'autres mots, mais c'est vrai qu'il y a comme... Il a l'oreille et il restitue quelque chose qu'à notre tour nous entendons au-delà de ses paroles. Et cette parenté qu'il a trouvée entre Nietzsche et Chopin, c'est quelque chose qui tout d'un coup vous a paru une évidence. Vous vous êtes dit en lisant ce passage, c'est bien sûr. Oui, disons, j'étais ravi de savoir, je savais déjà un peu, mais que Nietzsche goûtait à ce point-là Chopin, parce que, en effet, la proximité est grande, et peut-être aussi, c'est ce à quoi fait allusion la fin, je pense, du paragraphe, l'aphorisme, c'est-à-dire Nietzsche est un grand philosophe de l'aphorisme, et Chopin, par exemple, dans ses préludes, même dans ses mazurkas, même dans ses études, peut-être surtout les préludes, fait d'admirables aphorismes musicaux. Je pense qu'on pourrait prolonger la comparaison par cette voie-là. Ce n'est pas les grandes orgues, les grands opéras, que par ailleurs pour Thalès admire aussi, mais c'est quelque chose de concentré et d'intérieur, et qui peut être violent. Pardon. Vous diriez de sous-entendu ? Et qui est riche de sous-entendu, d'harmonique, pour rester dans la musique. Une fois que c'est fini, ça continue dans la mémoire. Puisqu'on parle de musique, quelle impression vous avez eue en lisant pour la première fois pour Thalès sur le plan de l'écriture? Comment vous la qualifiez à l'époque ou aujourd'hui encore? Mais quand je l'ai découvert, justement, le premier livre que j'ai lu de lui, c'était le Chopin. Je pense que j'avais 18 ans. Et j'étais fou de Chopin. Et je pense que j'ai cherché Chopin sans trop me poser de questions sur qui avait écrit le livre. Mais il se trouve que
ce livre consonnait magnifiquement avec ce que Chopin me faisait éprouver. C'est pourquoi je me dis qu'il a réussi quelque chose, à transposer quelque chose de la musique dans son écriture. Et le symbole de tout ça, c'est que son héros, le héros de La Pêche miraculeuse, est musicien, compositeur même. Il est tout pour Thalès, avec ce détail différent, c'est presque un détail au fond, qu'il est compositeur et non pas écrivain, mais précisément c'est parce que pour Thalès était compositeur. Dans ce livre qui est vraiment une somme, la nouvelle édition de l'histoire de la littérature en Suisse romande, Françoise Fornereau qualifie pour Thalès de biographe empathique et fasciné. Et ça vous paraît une condition pour une biographie? D'abord, ça reflète ce qu'il est pour vous, et c'est même comme ça qu'il faut être quand on écrit une biographie? Il me semble, à moins de vouloir écrire un livre à charge contre quelqu'un ou de vouloir, démolir quelqu'un, ça se fait parfois, des biographies destructrices. Mais sinon, si on veut offrir l'œuvre de quelqu'un, surtout s'il s'agit d'un créateur, justement, mais même, je dirais dans tous les cas, mais en particulier s'il s'agit d'un créateur, d'un peintre ou d'un musicien, eh bien, il faut être fasciné, il faut adhérer pleinement, il faut aimer son sujet, tout bêtement, et puis il faut pouvoir le laisser parler en soi. Parce que l'auteur de livres de ce genre se pense comme un médiateur, et il a bien raison, c'est ça qu'il est. Au service de l'œuvre et du créateur. Oui, absolument. Et peut-être que pour des musiciens ou des peintres, sûrement c'est plus important que pour des écrivains, parce que les écrivains, ils peuvent toujours parler d'eux-mêmes, écrire leur mémoire, justement. C'est pas toujours le cas des musiciens, encore qu'il faille faire en tout cas une exception pour Berlioz, qui était un écrivain remarquable. Les articles et les mémoires de Berlioz sont tout à fait remarquables, mais bon, c'est pas le cas de tous les musiciens. Et sur la musique des autres ou sur sa propre il s'exprimait de tout un peu. Oui, avec des jugements qui sont les siens, mais c'est ce qui est intéressant. Toujours dans ce livre, Françoise Fornereau cite pour Thalès qui parle de sa manière d'aborder l'écriture et qui dit « Mon but a été de rester toujours dans le vrai, de ne rien donner d'exagéré ou d'impossible, mais de faire du moyen et de rester purement dans le domaine de l'art sans jamais viser à l'effet. » Et cette idée du moyen, faire du moyen, est-ce que... Et là, excusez-moi, il parlait de ses biographies justement, ou bien de son œuvre en général? Il parlait de son œuvre, et je crois plus précisément de ses romans, en l'occurrence. Et c'était étonnant, cette phrase de moyen. C'est une belle modestie. Oui. D'ailleurs, peut-être que pour Thalès est suisse, au moins par ce trait qu'il appelle ses mémoires « Chaque mouche a son ombre », qui est particulièrement modeste. C'est presque monstrueusement modeste, mais cela étant, je ne pense pas du tout que pour Thalès soit moyen au sens où il serait médiocre, ou même où il serait tiède, mais ce qui est vrai, peut-être, c'est qu'il se dégage quelque chose de sa lecture qui est sans aspérité. C'est plus un flot qu'un rocher avec ses, qui nous déchirerait si on veut s'approcher de lui. Oui, c'est quelque chose de fluide. Non pas moyen, mais fluide, oui, peut-être bien. Et ça, c'est une belle qualité. Effectivement. Mais je pense que ce serait plutôt le mot de mesure, mesurer. C'est vraiment le sens de la mesure, c'est-à-dire... Sans excès, voilà. Du XVIIe siècle, une idée de modération, oui. au fond, de mesure. Oui. Je pense moyen pas tout.
Oui, même s'il l'a compris. Il risque le malentendu. On est obligé de le sauver de lui-même, là. C'est vrai que ça surprenait. Vous voulez nous lire un dernier extrait ou on passe bientôt aux extraits de l'œuvre d'Étienne Barillier? En avez-vous un autre J'en ai peut-être d'autres, mais je crois que on pourra toujours y revenir. Très bien. Donc là, on va retrouver bien sûr des parentés, des liens, des affinités. Étienne Barillier, permettez-moi de rappeler en quelques mots qui vous êtes. Une cinquantaine de livres entre romans, essais et nouvelles à votre actif, comme on dit, des biographies bien sûr. Vous avez été journaliste au Journal de Genève, puis à l'Hebdo, on s'en souvient bien, et vous écrivez toujours pour Art Passion, avec un grand plaisir, me semble-t-il. Les distinctions sont très nombreuses, les prix que vous avez reçus, je ne vais peut-être pas tous les mentionner. Il y a eu le prix Rambert en 79, le Grand Prix de la Fondation Vaudoise pour la culture dans les années 80-87, je crois. Le prix européen de l'essai Charles Veillon pour Contre le nouvel obscurantisme, c'était en 95. Le prix Alpes-Jura en 99, le prix Michel Dantan et tout récemment pour Un Véronèse, un livre dont on va reparler, le prix Bibliomédia. Quand je dis tout récemment. Je vais être très peu suisse et je vais me vanter. Il y a une chose qui me fait plaisir dans ces prix, je vais vous dire laquelle, c'est que j'ai reçu à la fois le prix Dantan pour un roman et le prix Veillon pour un essai. Et je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup dans ce cas. Je suis très fier de ça. Voilà. Je le comprends. Et vous avez bien raison. Alors, pour parler d'un de vos principaux sujets dans l'ensemble de vos livres, je dirais que c'est un peu la place de l'art dans la cité, l'art avec ce qu'il provoque, ce qu'on en fait, que ce soit en musique ou en peinture, ou même, et c'est par là que j'ai envie de commencer, même en sport, puisque vous avez écrit un texte sur Martina Hingis, qui pour vous est une artiste dans ce domaine. Ben oui, c'était l'idée. C'était l'idée. Federer ne nous a pas inspirés. Pardon? Pas Federer ne nous a pas inspirés. Ouais, il pourrait. Mais qu'il y ait une dimension artistique dans le sport, tous les sports, je crois, c'est évident. Évidemment, il y a une dimension agonistique aussi. C'est aussi une lutte, bien sûr. C'est la différence avec l'art. Vos personnages, alors, sont souvent, je parle de vos romans en l'occurrence, qui est ce que j'ai le plus lu de vous, soit des adolescents, soit des personnages d'érudits, soit des personnages pour les biographies ayant existé, des artistes souvent, et je dirais en général des gens en crise, pris à un moment de leur existence où quelque chose va basculer. Et pour citer un exemple récent, je parlerai de Ruiz doit mourir, qui raconte l'histoire de ce peintre anglais John William Godward, qui voit sa conception de l'art s'écrouler littéralement sous les coups de boutoir de Picasso, puisque Ruiz est le nom, le véritable nom de Picasso, puisque Picasso a emprunté le nom de sa mère. Et c'est ce moment où tout s'effondre, tout ce en quoi on croyait, c'est un des moteurs de votre intérêt pour vous lancer dans un livre? Disons, de façon très générale, on ne fait pas de roman avec ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. J'entends la littérature parle forcément des êtres humains dans leur moment de crise ou dans leur moment de difficulté, de douleur, d'interrogation, je ne sais quoi encore. Même les romans d'aventure sont faits de successions de crises. Alors, il y a quelque chose peut-être qui m'est plus personnel. Enfin, je ne suis pas du tout le seul, bien entendu, mais quand vous parliez des adolescents ou des personnages très jeunes, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, presque tout le temps dans mes livres,
mais c'est au fond, enfin, si j'essaye de rationaliser, parce que là, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour savoir pourquoi je fais ceci ou cela, mais disons, il est certain que l'adolescence est un moment de crise, un moment où on est plus ouvert au monde qu'avant et après, donc plus vulnérable aussi. Donc, un moment clé de la vie humaine. C'est comme ça que je m'explique après coup cette présence récurrente de personnages adolescents dans mes livres. Qui sont présents notamment dans votre dernier roman dont on va reparler, Les cheveux de Lucrèce. Juste un mot encore sur ce peintre anglais Oui. que vous montrez. Ça m'a fait penser un petit peu à la rivalité entre... ça y est, j'ai un blanc entre Mozart et le Salieri, voilà. Merci. Il y a cette rivalité alors que Picasso ne cherche pas du tout de confrontation, mais l'autre a développé une haine pour cette peinture qui bouscule tout ce en quoi il croit. Vous pouvez nous parler un peu de cet homme, de comment vous l'avez découvert, approché et compris, avec empathie justement, comme on le disait pour Thalès? Oui, bon, même si ce livre n'est évidemment pas une biographie, même romancée de Godward, mais bien un roman qui s'appuie, c'est sûr, sur des lectures que j'ai faites, des enquêtes que j'ai faites sur ce personnage qui est quand même très peu connu, même en Angleterre. Quoique sa cote soit remontée de façon assez vertigineuse ces derniers temps parce qu'on se met à aimer l'art pompier, ça c'est encore un autre problème. Mais disons que moi, ce qui m'a alerté et ce qui m'a conduit à essayer d'en savoir plus sur ce personnage, c'est que je suis tombé une fois sur cette phrase qu'on lui attribue, il n'est même pas sûr qu'il l'ait vraiment prononcée, mais je dirais peu importe, cette phrase désespérée et non pas arrogante, j'insiste, il n'y a pas place dans ce monde à la fois pour Picasso et pour moi. Donc ça voulait bien dire, s'il existe et s'il triomphe, moi, j'ai perdu, quoi. Je ne suis rien, je peux pas être digne de vivre, enfin mes œuvres ne peuvent pas être dignes de vivre si les siennes sont la vérité de la peinture. Il est allé jusqu'au bout. Alors il est allé jusqu'au suicide. Alors je ne parle pas du suicide dans le roman, parce que le suicide est intervenu en fait plus tard dans sa vie, après l'époque où le roman se passe, qui est 1917 à Rome. Mais, et puis on ne sait pas exactement quelle est la part, disons, de Picasso dans ce suicide, mais tout de même, il est plus que probable que ce suicide est lié à un sentiment d'échec et d'impasse, disons, pour lui. Maintenant, ce que je fais, c'est à partir de là que c'est un roman, c'est que j'en fais un personnage qui est en même temps perméable, disons, probablement plus que ne l'était le peintre véritable, perméable à Picasso, surtout à la fin, disons, il y a un ébranlement, une sorte de découverte que peut-être Picasso, c'est ça, c'est bien, et c'est cette quête un peu désespérée d'une confrontation qu'en même temps il fuit. Puis Picasso, il n'a même pas conscience que cet homme-là existe. Il se trouve que, historiquement, ils se sont en effet trouvés à Rome en même temps, dans les mêmes mois de 1917, et qu'ils ont fort bien pu se croiser, ça c'est tout à fait possible. Il est également possible, et même probable, que Godward ait su que Picasso était là, mais plus on ne peut pas dire historiquement. Simplement, c'est ce que vous appelez les conjectures de l'intuition dans la postface. Voilà, j'ai fait une postface dans laquelle j'ai indiqué très précisément ce qui est historique en effet et ce qui ne l'est pas. L'idée étant, j'ai déjà fait comme ça, procédé comme ça quand j'ai écrit Le 10e ciel sur Pic de la Mirandole. L'idée étant de prendre l'histoire avec sérieux et même exactitude autant que possible, et de ne jamais aller contre ce qu'on sait historiquement.
de me permettre juste d'aller dans les zones qui restent vraiment ignorées, pour lesquelles je trouve que le romancier a le droit alors d'imaginer quelque chose, de créer quelque chose. Mais c'est pour ça que ni le Xe siècle, ni ce livre-là ne sont des biographies romancées, contrairement aux livres de Portales qui sont pas romancées d'ailleurs, ces biographies sont des biographies et il ne se permet pas de tricher avec ou d'inventer quand il y a des trous dans la biographie. Oui, pour en revenir à cet homme, je trouve que c'est extrêmement dramatique parce que vous laissez entendre qu'au fond, quand nos idées s'effondrent, il n'y a plus de raison d'exister. C'est presque une démarche d'essayiste même dans un roman. C'est l'idée de dire que sans certitude, on n'est plus rien. Sans ce en quoi on a cru. Oui, mais pour revenir à la guerre ou aux guerres, il y a bien des personnes, et notamment des créateurs, je pense à Stefan Zweig, qui se sont suicidés parce que leur vision du monde, leur Europe, leur monde justement, était détruit, bafoué et leur semblait perdu à jamais. Et Portales lui-même a quand même, je ne sais pas si on ose dire cela, mais est probablement mort assez désespéré parce qu'il est mort en 1941, où il n'a pas pu voir la fin du nazisme. Et pour lui, il dit, je crois au début de ses mémoires, c'est l'écroulement de tout ce en quoi j'ai cru, et notamment de cette France vaincue. Pour lui, c'était, je crois qu'il dit, une catastrophe personnelle. Et ça l'a peut-être tué aussi. Il était malade, puis son fils est mort, mais tout de même, moi je crois que c'est ces choses qui fait honneur à l'homme de penser qu'on puisse mourir parce que ses idées sont vaincues ou bafouées. Bien sûr, c'est un autre problème. On peut toujours espérer qu'elles vont triompher, donc se battre jusqu'au bout. Il y a toutes sortes de réactions possibles. Mais je trouve que c'est une réaction très digne aussi que de reconnaître la défaite parfois. Il y a souvent, vous parliez tout à l'heure de la lutte dans le sport, il y a souvent une opposition entre deux personnages. Dans les romans que je viens de citer, là c'était Picasso et Godward, mais je pense aussi, là c'est entre deux jeunes gens dans Les cheveux de Lucrèce, mais aussi dans Piano chinois, deux critiques musicaux, comme si pour laisser le lecteur se faire une opinion, vous deviez lui présenter deux sons de cloche ou deux visions de l'art, de la beauté. Oui, alors ça c'est le privilège du romancier, je trouve ça merveilleux de pouvoir faire vivre des conflits ou des interrogations, mettre face à face en effet des individus qui ont des avis complètement différents, et puis d'essayer, je ne dis pas, on n'arrive pas toujours, mais d'essayer de les rendre crédibles les uns et les autres, parce que c'est comme ça dans la vie, chacun est crédible pour soi et pour ceux qu'il arrive à convaincre. Et contrairement à ce qui se passe dans un essai où l'auteur s'engage, propose peut-être plusieurs visions, mais dit quand même pour laquelle il penche, un roman, me semble-t-il, puis c'est une banalité de le dire, un roman se trahirait ou trahirait le genre romanesque s'il donnait la victoire à l'un ou s'il disait, comprenez bien lecteur, qui doit gagner dans cette affaire, qui a raison, etc. Ça devient le roman à thèse, ce qui est quand même pas très souhaitable. Et le déclic de Piano chinois, d'où est-ce qu'il est venu ? L'idée d'opposer ces deux critiques sur le jeu d'une interprète ? Pas uniquement. Parce que j'avais lu des textes extraordinairement opposés, effectivement, à propos d'une même pianiste, et que derrière ces textes, j'avais l'impression qu'il y avait un certain nombre soit de préjugés, soit de convictions, soit de visions du monde, et notamment, parce que c'est un des thèmes qui m'est cher,
des relations entre culture et entre civilisation, qu'il valait la peine de les faire vivre dans un roman, justement. Et puis comme en plus il s'agit de musique et que c'est un de mes thèmes aussi de prédilection, enfin vous aurez compris que c'est une des raisons qui fait que pour Thalès m'est cher, bien sûr, c'est la place qu'il donne à la musique, parce que bon, tous mes romans ne la mettent pas en jeu ou en scène, mais tout de même un certain nombre. Et puis j'ai écrit des essais sur des musiciens quand même. Bon, la peinture aussi. Oui. J'espère qu'on ne me demandera jamais de choisir entre l'une et l'autre. Non, on essaiera de l'éviter. Mais tout ça nous ramène à la question de la beauté, de son caractère universel et des conceptions que peuvent en avoir les gens. Et je me demande si, dans notamment Piano chinois, vous ne vouliez pas montrer qu'au fond, il n'y a pas besoin de savoir, c'est peut-être une porte ouverte, mais il n'y a pas besoin de savoir et de connaître pour apprécier. Si ce n'est pas un fil rouge dans ce que vous écrivez. Et si vous lisez cela, j'en suis heureux, parce que j'ai envie de dire ça pour la lecture de mes propres livres. Ça paraît aussi un peu prétentieux, mais non, en l'occurrence non. C'est-à-dire, souvent, il y a des gens qui me disent « Oh, mais il y a de l'érudition, il y a des choses que je ne connais pas, c'est compliqué. » J'ai envie de leur dire, mais ça n'a aucune importance. Lisez et ne vous préoccupez pas de connaître ou de ne pas connaître. C'est pas la somme de connaissances qui se trouve dans un livre, un roman qui compte. C'est le roman, enfin c'est la vie qui est donnée aux choses et aux êtres. Bon, ce qui est vrai, c'est que de toutes mes forces, j'essaye de faire sentir que ce qu'on appelle les idées, l'intelligence, c'est quelque chose de charnel aussi, c'est quelque chose de vital aussi. Il n'y a pas d'un côté l'art qui fait vibrer la sensibilité, puis de l'autre l'intelligence sèche et dure. Les deux sont sœurs ou frères et sœurs. Et c'est une des intuitions profondes, je crois, qui sont les miennes et que j'essaye de faire vivre dans mes livres. Mais alors, sans vouloir les opposer, vous ne diriez pas que l'essai se démode là où le roman reste intemporel? J'espère que non. Non, c'est-à-dire ils vivent d'une vie différente. Mais moi, si je lis un essai de Camus écrit il y a 80 ans, je ne le trouve pas démodé. Ou si je lis n'importe, je ne sais pas moi. En revanche, vous trouverez Sartre démodé? C'est une autre question. Est-ce qu'on préfère Camus, est-ce qu'on préfère Sartre? Non, si je lis L'être et le néant, enfin je dis ça comme si je le lisais tous les soirs, mais je l'ai lu, hein, figurez-vous, je l'ai lu quand même. Mais si j'en relisais quelque part, je pense pas que je le trouverais démodé, non. Comment dire, si je fais très gros, Platon à 2500 ans, il n'est pas démodé, il n'a pas écrit de roman, enfin, il y a toute une vie dans ces dialogues, mais tout de même, c'est une autre forme de survie. C'est peut-être plus de la philosophie que des essais. Oui, mais la philosophie, si elle est N-T, E-N-T-E aigu, E et N-T-H-A, N-T-E aigu, par l'humain, par ce que l'humain a d'essentiel et d'universel et de durable, bien, elle ne vieillit pas, même si le philosophe est mort depuis longtemps. Et c'est la même chose pour la littérature, pour la poésie, pour tout. Au hasard, dans vos essais, je prends un titre, Amérique, Islam, Europe, en 2004. Oui. Est-ce que, voilà, je sais que vous ne relisez pas vos livres, vous n'avez pas le temps, vous en écrivez beaucoup. Est-ce que vous le referiez pareil? Est-ce que je vais vous faire une confidence. Mon prochain livre devrait être un essai et devrait toucher à des problèmes assez proches de cela, mais en fonction de développements plus récents. Maintenant, j'espère que si certains aspects de l'essai que vous citez sont
dépassé au sens où on n'est plus au lendemain, par exemple, du 11 septembre. J'espère que d'autres sont durables, mais c'est pas à moi d'en juger. C'est vrai que certains essais en tout cas sont directement engagés dans leur temps, de façon encore plus immédiate des articles de journaux. Je pense toujours à mon grand modèle qui est Camus journaliste. Bien sûr que c'est lié à l'actualité immédiate, mais je vous jure qu'on peut relire des articles de Camus. Il y a quelque chose qui vit toujours et qui est l'essentiel. Et donc il vous faut cet équilibre entre essais, romans, nouvelles ou biographies, un peu comme Troya faisait une biographie, un roman, une biographie, un roman. En tout cas, puisque je vous parle de Camus, je continue, mais je peux aussi parler de Malraux, de Sartre, de cette génération dont je me sens un peu orphelin, parce que c'est vrai qu'il y a, je ne dis pas que je sois le seul là encore, mais il n'y a pas beaucoup aujourd'hui en France de romanciers qui sont en même temps des essayistes. Et c'est vrai que moi j'ai besoin je trouve juste d'avoir cette double... je sais pas quel mot... Oui, double moyen d'expression peut-être bien. Je suis sûr que pour un œil extérieur, il y a une cohérence en tout cas je l'espère, et qu'on peut retrouver dans mes romans quelque chose qui est dans mes essais réciproquement, qui a un cheminement qui est un. Mais c'est vrai que j'ai besoin parfois de m'exprimer en première personne, si je peux dire. Il y a un fil rouge, je ne veux pas en dire trop sur Les cheveux de Lucrèce qui vient de sortir, parce qu'il y a un dénouement assez surprenant et beaucoup de rebondissements. C'est vraiment un roman au sens romanesque du terme, mais on y retrouve un thème que par exemple il existe dans Un Véronèse, et il y a une parenté aussi parce que tous deux mettent en scène un tableau, enfin Un Véronèse en l'occurrence, et puis là dans Les cheveux de Lucrèce c'est une relique, oui, voilà. Ah, puis la relique, bien sûr. Et puis la relique de ses cheveux. Et ce fil rouge pour moi, enfin cette parenté, c'est la lâcheté ou le remords. Et souvent vos ados sont vraiment partagés entre le bien et le mal, et on sent que l'idée de n'avoir pas été à la hauteur de ce qu'on attendait d'eux est au cœur de leur histoire. La lâcheté, le remords. Oui, vous avez raison. En tout cas, pour ce livre-là, c'est assez visible. Dans Un Véronèse aussi. Flagrant. Mais peut-être dans Un Véronèse aussi. Oui, certainement. Mais bon, c'est la lâcheté, c'est aussi la peur d'être lâche, si j'ose dire. Que l'adolescent se sentira très vite en dessous de ce qu'il aurait voulu être, parce que comme il est extrêmement idéaliste, et j'en suis bien heureux, eh bien il est aussi extrêmement sévère avec lui-même, donc il se trouvera vite en dessous de ce qu'il aurait voulu être, donc se trouvera vite lâche, parce que dans le cas de ce dernier roman, enfin, je ne sais pas s'il faut raconter l'histoire, mais enfin, la lâcheté qu'il se reproche... Je vous laisse faire, parce que je ne veux pas trop... Non, mais justement, je veux pas trop la raconter. La lâcheté qu'il se reproche, peut-être que d'autres, voyant la même chose, la lui pardonneraient aisément, ou lui diraient, écoute, non, je te comprends très bien, c'est pas du tout de lâcheté, mais c'est lui qui est dévoré de... On va dire quand même que c'est deux copains de lycée, qu'il y en a un qui est plus bagarreur et fonceur que l'autre, et que l'autre est un peu en retrait. Voilà. Et une fois le bagarreur, on pourrait dire sauve celui qui est plus mauviette, le sauve d'un gros méchant qui veut lui casser la figure. Qui veut lui casser la figure. Une autre, puis alors dans une autre circonstance, ce même adolescent plus fragile, moi c'est un moment d'un cambriolage qui se passe on peut dire quasiment en sa présence, enfin se dit qu'il aurait pu faire quelque chose pour agir et puis qu'il ne l'a pas fait, alors là du coup c'est vraiment le sentiment de lâcheté absolue, et puis il y a le besoin de se racheter,
Bon, mais je raconterais trop le livre si j'en disais plus. Mais comme je vous le disais, vous avez parfaitement raison, c'est un thème important, mais je dirais aussi bien la lâcheté que le sentiment ou la crainte d'avoir été lâche, si vous voulez. Peut-être le fait de ne pas se pardonner encore, comme on apprend plus tard avec l'âge, de n'être que ce qu'on est, finalement. Oui, alors c'est ça, c'est que on dit, n'est-ce pas, que la maturité consiste à se pardonner d'être ce qu'on est. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas quelque chose pour Thalès qui dit peut-être dans le roman qui le dit de belle façon. Il y a une certaine réconciliation avec soi qui est une conquête, qui devrait être en tout cas une conquête de la maturité et que tout le monde n'arrive pas à atteindre. Son personnage de Louise n'y arrive pas, justement. Elle finit tragiquement parce que non, elle n'accepte ni le monde ni elle-même. Et c'est vrai que si on doit caractériser un âge comme l'adolescence ou même la jeunesse, ce sera un âge où à moins qu'on soit vraiment très pachyderme, on n'arrive pas à être en accord avec soi, ni à se pardonner généreusement. Un autre parallèle entre vos différents romans, c'est les lieux, très souvent l'Italie, et puis des lieux chargés de culture, d'histoire avec un grand H. Dans Les cheveux de Lucrèce, c'est Rome, et puis il y a Sorrente. Sorrente, c'est Nietzsche. Non, chez moi c'est Capri, mais c'est tout Capri, près. C'est tout près, effectivement. Et puis dans un Véronèse, c'est Venise. C'est pas un hasard si vous choisissez ces lieux. Oh non, non. Puis j'y reviens toujours, mais Je ne sais pas si vous avez écrit un livre qui se passe en rase campagne. J'ai pas écrit Le désert des Tartares, c'est ça. Je le regrette d'ailleurs, c'est un bien beau livre. Mais, musique. Il y a un lecteur qui pense que musique est dans ce cas. En rase campagne. Oui, plus ou moins, parce que quand même au Portugal, c'est pas dans n'importe quelle ville. Il y a quelque chose à Évora. Mais non, vous revenez donc à ces lieux pour une bonne raison. Attendez, que je me concentre. Je peux parler à la fois de pour Thalès et si j'ose le dire, de moi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'être suisse, j'ai même envie de dire, c'est être européen par définition, puisque nos 3 cultures ou 4 sont des petits morceaux de grandes cultures avoisinantes et qu'un Suisse, me semble-t-il, ne peut pas respirer s'il ne respire pas cet air-là, enfin l'air de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et bien sûr aussi de l'Angleterre, même si nous ne sommes pas directement liés à la culture anglaise, mais pour Thalès, lui, il était directement lié. Vous savez qu'il a fait des traductions, notamment de l'anglais, qu'il a été interprète anglais-français pendant la Première Guerre, justement. C'était vraiment une de ses langues. Mais voilà, le Suisse est européen pour moi par définition. Et j'espère que ce n'est pas seulement pour moi. Et par conséquent, eh bien, les lieux où je me ressource, enfin mes sources, elles peuvent être en Suisse même, qui est très belle. J'ai aussi écrit des pages sur le lac Léman, sur Sils Maria, oui. Sils Maria, c'est aussi Nietzsche, mais quand même, c'est Sils Maria. Et sur le lac Léman, j'ai dans 2 livres des passages auxquels je tiens beaucoup. Il y en a un, c'est un livre de jeunesse qui s'appelle Journal d'une mort. Et à un moment donné, c'est le personnage qui débouche en fait de ce qu'est le tunnel de Chèvre du train qui vient de Berne. Et tout à coup, on a la vue grandiose qui s'ouvre. Mais l'idée, c'est que c'est un homme des cavernes, c'est un homme primitif qui sort d'une caverne, puis qui voit ça. Mais c'est un hommage vraiment à ce paysage. Et de même, la fin de L'Énigme, qui est un assez long roman et qui se passe notamment
en Italie aussi, mais au bord de la mer Morte, donc en Israël, eh bien, cette fin se passe en face des montagnes de France et du lac Léman. Et c'est pour moi très important aussi. Donc je ne crois pas oublier le pays qui s'appelle la Suisse. Et d'ailleurs, j'avais fait autant j'enseignais à l'université, j'avais fait un cours sur l'Europe des écrivains dans l'entre-deux-guerres. Il avait été question pour Thalès aussi, mais j'avais trouvé, en faisant des recherches, j'avais trouvé un incroyable poème de Jules Romain. On sait trop peu que Jules Romain a aussi écrit des poèmes. Et le recueil s'appelle Europe, et il y a un poème qui se passe au Gothard. Et il dit c'est là le nœud, c'est là le centre, c'est bien. Il n'y a pas que pour les Suisses que le Gothard est le centre de l'Europe, c'est pour tous les Européens. C'est magnifique, non? Eh bien, tout ça me touche infiniment. C'est que la Suisse, elle est ce cœur-là, enfin, en tout cas, elle devrait l'être. Pour glisser un peu vers vos recettes de cuisine, vers la manière dont vous écrivez, est-ce que vous trouvez plus simple ou plus naturel d'écrire une ville qu'un paysage? Enfin, une ville est aussi un paysage. Beaucoup d'écrivains disent que le plus difficile, l'exercice le plus difficile, c'est la description d'un paysage. Écoutez, c'est possible. On sait que Flaubert faisait décrire un arbre à Maupassant, et quand tu auras réussi ça, tu sauras écrire. Mais je me permets de vous reprendre, mais je sais que vous le faites cum grano salis, mais sur les recettes de cuisine, parce qu'évidemment je n'en ai pas. J'entends... pour moi, la question c'est de s'imprégner, et encore, je m'imprègne sans dire que je vais m'imprégner, je suis imprégné de quelque chose, un paysage, un lieu, un personnage, une musique, et je me mets à écrire, mais ce n'est pas plus concerté que cela. C'est le sujet qui dicte la phrase. Et j'ai envie de dire, c'est même pas le sujet, parce que, vous savez, quand on demandait, c'est Karl Kraus qui disait, je n'écris pas sur quelque chose, j'écris quelque chose. Je crois que c'est assez juste. Bien sûr, je ne veux pas non plus faire des coquetteries excessives, on peut parler du sujet d'un roman ou des thèmes d'un roman, mais quand on l'écrit, je crois que ce qui compte n'est pas cela. Et moi, ce qui me meut à écrire un livre, un roman, ce sont des images, c'est quelque chose qui est très vague, que je n'arrive pas très bien à proférer en mots. Justement, les mots, ce seront ceux du livre. Et là aussi, je peux me réfugier sous l'aile d'un autre écrivain suisse, qui est Max Frisch, qui disait si je savais bien ce que je vais écrire avant de l'écrire, je ne l'écrirais pas. Parce que si on le sait bien, ça veut dire qu'on l'a déjà formulé d'une certaine manière, que c'est comme si c'était achevé. Or, tant que le point final d'un livre n'est pas posé, franchement, je crois que l'auteur lui-même ne sait pas ce qu'il sera, ce point final. Vous parliez de timbre tout à l'heure, pour l'écriture de pour Thalès. Est-ce que c'est ça que vous cherchez quand vous écrivez? Je veux dire, le timbre qui correspond, alors non pas au sujet, mais à cette chose qui germe en vous? Oui, enfin... Je ne dirais même pas que je le cherche inconsciemment, disons. En tout cas, ce qui me conduit, ce qui me fait écrire, c'est quelque chose peut-être que je pourrais nommer par des mots comme celui-là, timbre, ou alors justement couleur, pour parler peinture, mais ça n'est pas une idée, ça n'est même pas un personnage, sauf alors dans les cas particulier où j'écris un roman comme le Russe doit mourir à partir d'un personnage, mais là encore
ou comme pour le Pic de la Mirandole, oui, alors je me plonge dans les bouquins, j'essaye d'en savoir un maximum, mais tout ce que je lis, je le prends comme quelque chose qui va nourrir, comment dire, pas mot à mot, pas littéralement ce que je vais faire. C'est une nourriture, c'est un humus, et puis ensuite la fleur doit pousser. Oui, je peux le dire comme ça. Et ça vous arrive de commencer un livre en pensant que ce sera un roman et de vous dire que ça va devenir un essai? Non, ça quand même pas. Il y a quand même un projet précis. Non, parce que le roman, comme je vous dis, commence dans ce vague, dans ces limbes, véritablement, que je n'arrive pas à décrire. L'essai, c'est un peu différent, même si, parce que j'ai envie de parler d'un problème, d'un drame, d'un thème, d'une situation, ça ne veut pas dire que l'essai soit écrit avant d'être écrit. Donc, il y a quand même un phénomène qui est celui de l'écriture qui me fait avancer dans la compréhension même de ce dont je veux parler. Vous savez, pour comprendre quelque chose, je crois qu'il faut écrire sur cette chose. Il ne faut pas l'avoir comprise avant. Bien sûr, on se dit, j'ai compris ça, donc je vais essayer d'en rendre compte. Mais en réalité, c'est comme pour la lecture, c'est au fur et à mesure que se construit la compréhension. Ce serait peut-être bien de lire un extrait de « Ruiz doit mourir », si vous voulez bien. Oui, il ne nous reste plus trop de temps, et tant mieux, parce que je vous avoue que je commence à baisser de l'aile. Mais je vais... Vous préféreriez les cheveux de Lucrèce? Pardon, vous voyez, j'écoute même plus ce que vous me dites. On va laisser la parole au public alors. Oui, peut-être que... Ou peut-être que s'il y a des questions... Non, je peux lire un petit bout, ouais. Et puis s'il y a des... Alors, je vais peut-être prendre ce passage vers la fin du livre où précisément Godward découvre à Rome, dans le foyer de l'opéra, et ça c'est tout à fait authentique, que ce tableau y était exposé, un tableau de Picasso qui s'appelle Harlequin et femme au collier, qui est un grand tableau, je crois que je parle de la grandeur. Et il réagit là-dedans. Donc c'est dans le foyer de cet opéra. Excusez-moi, il faut pas... Oui, je vais sauter C'est alors que je me suis dirigé vers une grande toile, la seule œuvre un peu monumentale de l'exposition, 2 mètres sur 2. Voilà. Presque autant que le bordel. Alors, le bordel, c'est bien sûr les Demoiselles d'Avignon, qui s'appelaient comme ça au début, puis le nom comment dire, un peu... familier. Non, enfin oui, un peu trop familier peut-être, de bordel a été changé, et puis on a parlé des Demoiselles d'Avignon. Voilà, un terme bien pensé. Bon, alors, donc 2 mètres sur 2, presque autant que le bordel. Mais l'essentiel n'était pas ces dimensions. L'essentiel était qu'avec cette toile, Pablo Ruiz, Picasso, me prenait à nouveau par surprise et me faisait trébucher, vaciller. Puis il m'écrasait, non pas sous l'horreur ou la laideur, mais sous quelque chose que j'aurais appelé, si je voulais nier tout ce qui fut ma vie, que j'aurais appelé, oui, osons le blasphème, une sorte de beauté nouvelle. Le comble eût été que Ruiz lui-même se tienne devant son tableau, m'accueille avec un sourire aimable et carnassier, prêt à tout m'expliquer. Mais de quoi s'agissait-il? Quand je dis qu'un verre de champagne rend la vie légère, parce qu'il a bu un verre, il y a un cocktail là, cette exposition, est-ce l'explication de ce que je dois maintenant raconter? Pourtant cet effet, je ne le sentais pas auparavant devant les barbouillages des épigones, ni devant les autres toiles de Ruiz. Avant toute réflexion, avant un recul que j'aurais voulu naturel, instinctif, je fus envahi par une impression d'irrépressible harmonie. Oui, d'harmonie. Et puis,
C'était insolemment cubiste, et pourtant ne l'était pas le moins du monde. Cela ne représentait rien et représentait néanmoins quelque chose. C'était un assemblage de couleurs et de formes arbitraires, et c'était des êtres humains. Cela s'appelait Harlequins et femmes au collier. Vous ne voyez d'abord que des silhouettes onguleuses, obliques et tombantes absurdement dans un monde pourtant sans pesanteur. Des formes privées de toute profondeur, peinturlurées en aplats de couleurs uniformes, où dominait le vert olive, le vert bleuté, l'or pâle semé de points noirs, le gris, le blanc pur, le noir pur, ni rouge, ni orange, ni mauve, ni bleu franc, rien d'éclatant, une sorte de sobriété bien stupéfiante dans l'univers d'un Ruisse. Et puis je saute un petit bout et je reprends la lecture. Et puis, avez-vous remarqué que le tableau, non content de s'élever hors de sa toile, d'être dans la toile une toile gonflée d'une brise invisible, dessine également son propre cadre, dans ce même or pâle semé de grains noirs qu'on trouve sur les bras ou les jambes des personnages, et pour le collier, les grains deviennent d'or, et l'espace qui les sépare, noir. Et ne voyez-vous pas aussi, je me répète, mais c'est tellement stupéfiant, ne voyez-vous pas que le fameux cubisme dans cette œuvre, entièrement respecté, se voit totalement dépassé, pour ne pas dire moqué. Des enfants jouaient avec des cubes. Un Dieu s'en empare et crée le monde. Un monde plein, un monde vivant, à partir des mêmes éléments banals. L'absence de perspectives et de formes arrondies ou voluptueuses est une fausse absence. Et derrière les personnages, dont les personnages mêmes, on imagine un fond, des profondeurs et des douceurs. Ne voyez-vous pas enfin que ces personnages, presque sans visage et sans expression, vivent et se parlent, animés tous les deux par l'étrange bonheur de la danse? Je le répète une dernière fois, c'est à peine si j'ai bu 3 gorgées de champagne, car j'avais oublié que ma main droite étreignait un verre. Qu'on ne vienne donc pas prétendre que de mon sentiment d'apesanteur, l'alcool est responsable. Merci beaucoup. On ne peut plus regarder la peinture qu'à travers ces mots-là. Merci beaucoup, Étienne Barillier. Merci. Voilà. Allez-y, madame. Vous avez un travail important de traducteur aussi. Est-ce que c'est pour faire le passeur entre les Suisses allemandes et les Suisses romandes, ou tout la France, ou bien, pour quelle raison? Le traducteur, pour Thalès était aussi traducteur, est un médiateur, et c'est une des formes en effet de la transmission, de la médiation, du passage entre une culture et une autre. La Suisse allemande et la Suisse romande, oui, plus largement l'Allemagne par exemple, et la France. Et le traducteur est passeur aussi à travers le temps, puisque j'ai traduit du latin un texte de Castellion qui, vous le savez bien, qui n'avait jamais été traduit intégralement, un texte du XVIe siècle. Et ça permet à la fois de passer du latin au français, certes, mais aussi de passer des temps anciens au temps présent et de s'apercevoir au miracle qu'un texte ancien peut nous parler encore. Donc oui, je dirais presque que c'est naturel. D'ailleurs, les toutes premières traductions que j'ai faites, je les ai faites quand j'étais lycéen, 16 ans, parce que j'avais envie de faire vivre à ma manière un texte antique que j'aimais. C'était vraiment tout spontané. Et de fil en aiguille, je me suis mis à traduire davantage. On m'a demandé de faire des traductions. Je suis devenu... Je ne peux pas me prétendre traducteur professionnel. J'ai traduit, oui, quelques bons milliers de pages, mais pour autant, je suis toujours traducteur amateur, mais j'espère que je fais mon boulot pas trop mal, quoi. Madame? Oui. En vous entendant évoquer la très belle personnalité de Guy pour Thalès, je pensais beaucoup à Romain Rolland et à Stefan Zweig. Je voulais vous demander j'imagine qu'ils ont été amis, quelles ont été leurs relations, des autres auteurs européens. Alors,
pense que oui pour Romain Rolland, mais là, je vais passer la parole à Doris, Doris, parce que je n'ai pas de certitude absolue. Oui, ils se connaissaient. Pour Thalès, appréciait, on va d'abord parler de Romain Rolland, appréciait Romain Rolland et sa manière d'être au monde. Il n'aimait pas beaucoup ce qu'il écrivait. Il trouvait que c'était un peu scolaire. Et donc il voyait les choses d'une manière peut-être beaucoup moins didactique et beaucoup plus en prise sur la création. Donc il a une vue nuancée, il se connaissait, il se voyait. Je ne sais pas si tu seras d'accord, mais il me semble que Romain Rolland est meilleur précisément dans sa biographie de Beethoven qu'il n'est peut-être dans Jean-Christophe qui est un peu pénible. Hein. Oui. Il aimait mieux l'homme, le témoignage. Mais même l'écrivain me semble meilleur, je ne sais pas si pour te laisser cette différence, mais meilleur quand il parle directement de Beethoven que quand il a inventé un Jean-Christophe qui, je trouve pas totalement crédible. Le personnage de musicien inventé par Thomas Mann est quand même beaucoup plus fort. Enfin voilà. Et puis Stefan Zweig alors avait été lié, une correspondance plus suivie entre Thalès et Zweig, pour toutes sortes de raisons, mais aussi pour les raisons de biographie, parce que Zweig est aussi un grand biographe, oui. Un biographe d'une grande volée. De Castello. Donc c'est des personnages qui sont proches. Ils sont proches et mais ils ont chacun leur ligne, je dirais. Mais Zweig et pour Thalès, qui allaient beaucoup en Autriche, se sont rencontrés plus souvent et d'une manière très amicale, cordiale et respectueuse aussi, chacun des deux. Il faut dire aussi que la situation de Zweig a été difficile et que pour Thalès, qui avait des relations très précises en Autriche, en Allemagne, a pu bien souvent apporter de l'aide à tous ceux qui étaient poursuivis. Et qu'il a, ça a été quelque chose d'important, cette présence de quelqu'un de vraiment européen et puis qui va aider les Juifs à essayer de leur assurer des possibilités de fuite. Donc ça a été le cas pour Zweig, par exemple. Plusieurs autres. Une autre question. Avec le tableau, ce que vous avez écrit sur Picasso et l'autre, il est toujours de la mode. Hein? Dans toutes les arts, il y a, que ce soit les vêtements, l'art, la musique, il y a des modes, des choses qui se démodent l'une à côté de l'autre. Par exemple, vous avez vu le film avec Turner, avec ce qui est passé récemment. Non, j'ai pas vu. Que la Queen Victoria, quand elle est arrivée à l'Académie, elle a vu le tableau de Turner, elle était dans un autre esprit de tableau, elle était choquée, et puis là, ça va la minute. Heureusement, Turner n'était pas là à ce moment-là, mais c'est important. Et puis l'autre chose, c'est que vous avez dit que vous ne mettez pas les mots dans les sujets, vous pensez dans les mots de vos sujets peut-être, en tant que biographe. Il y a un auteur biographe américain qui vient de mourir, qui récemment qui était à Paris, qui était très célèbre pour ses biographies, et il a dit moi je n'étais jamais pensé dans le mot de mes sujets, mais l'auteur il est bien obligé de le faire de temps en temps. Quand vous voyez le film, la série les Tudors par exemple, quand le confesseur du roi se trouve seul avec son couteau, il va couper sa gorge parce qu'il est pour les raisons qu'il va faire, personne n'est avec lui, il est seul, et le prière qu'il dit avant de couper sa gorge, c'était bien une invention, une merveilleuse invention de lui. C'est ce que vous appelez l'intuition.
Oui, oui, oui. Et puis on entre dans le genre, disons, de la biographie légèrement romancée pour le plaisir du lecteur. On pense au lecteur quand on écrit. Ah, ben, je vais pouvoir citer Nietzsche, justement. J'écris pour tous et pour personne. C'est-à-dire, mais c'est vraiment ça quand on écrit. Non, enfin, oui, je pense totalement au lecteur et non, j'y pense pas du tout. Soyons honnêtes. C'est-à-dire, je pense que si vous, dès le moment où vous visez un public, à mon sens, hein, vous n'êtes plus un écrivain. L'écrivain, il écrit ce qu'il a en lui en espérant le donner à tous, virtuellement et idéalement, mais il n'écrit pas selon une recette en se disant ça va toucher tel ou tel. Voilà. Une question peut-être? Ben, écoutez, merci.